En SCPI, on ne sort que si quelqu'un rentre. J'ai l'habitude de dire que c'est l'inverse d'un parc d'attractions. On n'a aucun problème de liquidité aujourd'hui sur Crystal Rand parce qu'on a encore beaucoup plus d'entrées que de sorties. Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Franck Ingels, directeur de la distribution chez Intergestion, pour parler de la SCPI historique du gérant, Crystal Rand. Et pour ne rien rater de nos entretiens avec les gérants, abonnez-vous. Bonjour Franck. Bonjour Clément. Eh bien écoute, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Et pour lancer cette première vidéo sur Crystal Rand, pourrais-tu commencer par revenir sur la société de gestion Intergestion? Qui êtes-vous? Que faites-vous? C'est un plaisir de partager. Intergestion, c'est une société qui existe depuis 35 ans. C'est un pur player SCPI. On a toujours créé, géré et organisé des SCPI. Et je rajouterais que c'est une société qui est indépendante et familiale. Dans l'écosystème des SCPI, ça fait aussi une différence. Il y a un vrai alignement aussi d'intérêts entre les associés et la société de gestion. Et ça, c'est un point clé. Après, en termes d'ADN, peut-être rapidement 2 points. Ce que j'aimerais qu'on retienne d'Intergestion, c'est qu'on a vraiment un focus sur le fait d'essayer de purger, de minimiser les risques immobiliers. Et on en reparlera peut-être dans la nature des fonds. Puis on a l'ambition de créer régulièrement une valeur potentielle forte sur les fonds. En immobilier, il y a la valeur du bien et la distribution. Donc on reparlera, nous on est vraiment sur ces 2 points-là chez Intergestion. Oui, c'est vrai que la distribution, c'est souvent ce qu'on regarde en premier, mais tu as raison, le sujet de la revalorisation et du stock a été au cœur des débats, notamment récemment, suite à la petite crise immobilière qu'on a connue. Alors pour commencer, on va parler de votre fonds un peu phare, Crystal Rand. C'est quoi Crystal Rand en quelques mots ? Alors c'est vrai que c'est notre fonds historique. C'est un peu justement l'ambition d'Intergestion, c'était en matière d'immobilier tertiaire professionnel d'investir sur des actifs essentiels. Depuis le Covid, on maîtrise un peu mieux les actifs essentiels, mais l'idée pour nous, et ça c'est très central, je parlais de purger les risques immobiliers. Pour nous, c'était d'avoir une approche sur le locataire et pas simplement et exclusivement sur l'emplacement. On dit en immobilier toujours emplacement. Là, on a, nous, eu un focus sur le locataire. Ça veut dire d'aller chercher les locataires qui étaient les moins sujets au cycle, les plus robustes. Pourquoi ? Parce que la SCPI, pour nous, c'est une machine à distribuer des revenus. Il faut des locataires qui restent en place très longtemps et qui sont aussi les plus sûrs dans leur modèle économique. Et ça a donné une vision pour Crystal Rand initiale d'aller chercher, par ce prisme du locataire, des grandes enseignes de distribution, donc du commerce. Alors, c'était l'époque du bureau, à l'époque en mode, mais on a été, nous, un peu à contre-pied là-dessus. Et on a été chercher de la distribution alimentaire, principalement. On a été chercher aussi tout ce qui était jardinerie et bricolage. Et puis de la haute gastronomie française dans ce qu'on appelle le snacking, des Burger King, des KFC, etc. On en reparlera dans la location. Pour le coup, on a été chercher des modèles économiques qui étaient très robustes, et qui étaient aussi robustes à l'approche digitale, c'est-à-dire que le risque du commerce, c'était pour nous Amazon, d'être exposé à l'achat en ligne. Et donc, on a été chercher les secteurs qui, pour nous, étaient les plus préservés, ou en tout cas dont le web n'était pas un concurrent, mais un apport sur... un multiplicateur. Un multiplicateur. Alors, je sais que vous avez quand même quelques grands noms d'enseignes. Est-ce que tu pourrais nous partager quelques-uns de ces grands noms ? Parce que je pense que les éditeurs les connaîtront. Oui, alors Crystal Rand, c'est pour moitié de la grande distribution alimentaire. On est principalement en France. Aujourd'hui, on s'est diversifié en Europe, on en reparlera, mais on est en France. Et on retrouve tout le spectre de la distribution alimentaire en France, c'est-à-dire de la proximité, comme des Carrefour City, par exemple. Ce qu'on appelait le hard discount, qui est devenu le soft discount, Aldi, Lidl, qui sont vraiment des leaders aujourd'hui très forts. Qui explosent, je crois. Ouais. Qui ont un modèle économique qui est assez extraordinaire et une résilience aussi qui est très forte. Et puis on retrouve après des commerces plutôt en retail park. C'est un mot barbare, c'est en zone d'activité, type Intermarché, type Carrefour, voilà, pour la plupart. Et ça, c'est sur la partie alimentaire. Dans l'aspect jardinerie-bricolage, c'était très peu exploré en SCPI. On était les premiers à investir sur cette classe d'actifs. Nous, on aimait bien cette classe d'actifs parce que les Français adorent ça en général. Et puis, il y avait le do-it-yourself, le faire soi-même qui a explosé aussi dans les dernières années. On va retrouver du Monsieur Bricolage, on va retrouver des enseignes comme des Jardiland. Donc d'autres enseignes aussi de jardinerie, mais c'est pour nous une typologie aussi très intéressante parce que des modèles aussi très sûrs, des grands groupes. Et puis sur cette logique-là, on a des surfaces commerciales qui sont très importantes. Et je cite ça parce que je parlais de création de valeur tout à l'heure. La jardinerie, la gérante, elle avait un biais sur la jardinerie parce qu'il y a beaucoup de surfaces de vente, intérieures, extérieures. Ça crée aussi des réserves foncières. Sur des Jardiland, par exemple, les villes se sont un peu rapprochées des zones d'activité. Donc il y a une valorisation aussi des terrains qui est très forte. Et puis dans la partie snacking,
Burger King, KFC. Bon, ça, c'est des stars un peu de leur secteur. Là aussi, des modèles très robustes. Même en cas de baisse de pouvoir d'achat, on voit que ces enseignes performent. On voit aussi que le digital n'est pas un concurrent, puisque quand on fait une commande sur Deliveroo ou Uber Eats, c'est le restaurant local qui a le chiffre d'affaires et pas une plateforme à distance. C'est vrai aussi sur les commerces que j'ai cités. Dans l'alimentaire, 70% des ventes sur le web sont du click and collect. Donc, c'est le magasin local qui prend le chiffre d'affaires. Donc, on a ce côté omnicanalité qui est très fort et des secteurs qui sont robustes. Dernier point qui nous a beaucoup servi aussi là-dessus, c'est que ce sont des secteurs qui peuvent aussi ajuster leurs prix, augmenter leurs prix. On parlera peut-être d'inflation, c'est pas neutre. Ça a permis aussi d'assumer une indexation des loyers, le fait d'appliquer des indexations, donc de voir augmenter le loyer en période inflationniste. Alors justement, là, on parle du loyer, c'est intéressant parce que vous avez une performance 2023 de 5% qui est stable dans le temps. Comment maintenez-vous cette performance et comment envisages-tu la suite par rapport à cette justement distribution de loyer, par rapport peut-être également à la revalorisation dont on parlera après? Alors je dirais que tout est dans le nom, en fait. Un Crystal Rente, c'était l'optique, c'était de trouver de la rente, donc de la distribution régulière. Et finalement, c'est assez remarquable, en tout cas c'est une rareté selon moi, mais tu es un plus grand expert que moi encore de l'ensemble des fonds du marché. Un fonds qui a toujours délivré 5% et qui a vu sa part augmenter de 12% en 12 ans, c'est un niveau de régularité qui est très fort. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus en termes de taux de distribution que 5%, mais l'ambition de toujours, on va dire, de Crystal Rente, c'est d'être sur cette ligne de crête à 5%. L'idée, c'est de tenir ce niveau-là et de garder aussi une valeur forte. On reparlera aussi du prix de part aussi ensuite. Mais ça, c'est un point clé, c'est de continuer de distribuer 5% au long cours. Alors c'est intéressant parce que, sans revenir sur le prix de part tout de suite, tu as parlé de l'indexation des loyers. On voit également aujourd'hui quand même une certaine correction sur le marché. Est-ce que vous vous rendez compte que les nouvelles acquisitions reluent la performance aujourd'hui, ou est-ce que finalement la typologie de biens que vous ciblez finalement n'a pas nécessairement beaucoup bougé en termes de rendement? Alors il y a un petit peu des deux, finalement. C'est évident qu'il y a eu, avec la hausse des taux, un impact un peu technique et direct sur les prix, que certaines classes d'actifs ont été beaucoup plus percutées que d'autres. Donc c'est vrai que le commerce, c'était 6-7% des allocations SCPI. Ça a été très préservé, et en particulier sur la typologie des commerces de Crystal Rente, parce qu'à l'inverse du marché, on n'a pas choisi les galeries marchandes, on n'a pas choisi ce que nous on appelle le high street, ce que moi j'appelle le Apple Store, c'est-à-dire les très belles artères commerçantes. Ça, c'était les choix qu'on faisait en commerce, généralement en SCPI. Nous, on était plutôt dans des zones d'activité sur des grandes enseignes. Donc, c'est sans doute le secteur qui a le moins subi de pertes. C'est à peu près moins 1% sur la période de fin 2022 à fin 2023. Donc, par rapport à d'autres typologies, c'est peu. Oui, et ça s'explique parce que très grande concurrence des grandes enseignes, qu'avec les lois qui luttent contre l'artificialisation des sols, il n'y a plus beaucoup d'extensions de retail park, de zones d'activité, et donc que les emplacements deviennent cruciaux et stratégiques pour beaucoup de marques. Je dirais aussi qu'il y a un principe dans le commerce qu'on a toujours aimé, puisque l'idée si vous êtes un siège social avec un bureau, vous pouvez déménager sans altérer l'entreprise ou sa commercialité. Si vous êtes un Jardiland, vous ne pouvez pas déménager tous les 3 ans parce que vous avez votre zone de chalandise. Donc si on a bien étudié l'emplacement du retail park, la qualité du locataire, un Burger King, quand il s'implante, ils ne se trompent pas beaucoup, généralement. Ils ont fait des études très fortes de géomarketing, etc. Et pour le coup, ça reste des valeurs très fortes. Donc on a maintenu cette valeur-là, et on le verra dans le maintien dans l'évolution du prix de part de Crystal Rente. Il y a un autre point, Clément, que je veux citer aussi là-dessus, c'est que dans l'expertise qu'on a indépendante des actifs et qui fait les valeurs de part, qui font les valeurs de part, pardon, pour le coup, il y a un point qu'il faut citer, c'est l'occupation. Si votre local est vide, vous avez un sabrage complet. Nous, sur Crystal Rente, on est entre 98 et 99% de taux d'occupation. On n'a pas de vacances ou une vacance naturelle qui, de toute façon, est éventuellement reprise. Donc, pour le coup, ça, c'est une force aussi dans la valeur que d'avoir un bon taux d'occupation. Et c'est un peu l'idée qu'on avait, nous, quand je parlais de purger les risques, de se focaliser sur l'usage. C'est-à-dire, comment va être occupé le local, par qui va-t-il l'être, au-delà de son adresse extraordinaire.
Ok, ça nous amène assez naturellement du coup au sujet de la revalorisation et également de la valeur d'expertise dont tu parlais à l'instant. Votre valeur de reconstitution a plutôt augmenté ces dernières années, elle a très légèrement baissé en 2023. Vous avez néanmoins décidé d'augmenter le prix de part en 2024 et vous avez toujours une décote de quasiment 5% sur cette SCPI. Comment ça s'est passé? Quel a été le raisonnement? Est-ce que vous pensez finalement que la baisse, alors tu parlais d'une baisse contenue, mais malgré tout baisse réelle hein, au global sur le marché, d'après toi elle est derrière nous, comment tu envisages cela sur cette SCPI? Alors là, je manque d'une boule de cristal pour être certain de tout, mais l'idée d'un produit comme Crystal Rent, qui est un produit pour moi de fonds de portefeuille, c'est de restituer ce qu'on attend de l'immobilier en général. C'est-à-dire que si j'achète un appartement, j'ai envie que sa valeur augmente régulièrement, même si c'est pas beaucoup, et puis que je touche bien mes loyers. Rente, on a la même appréhension de lecture, on va dire, de l'investissement. Et donc, on veut quand même, lorsqu'on a des valeurs qui sont confortables, et je le dis avec toute humilité, mais d'avoir plus de 5% de décote. Le mot en français est négatif, mais c'est plutôt positif. C'est-à-dire que le patrimoine vaut plus de 5% plus cher, finalement, si on le recompose aujourd'hui, que la valeur de la part. Donc, c'est une bonne affaire d'acheter à moins 5%, finalement, un patrimoine, aujourd'hui, le patrimoine de Crystal Rent. On veut quand même restituer en hausse de part, puisque je veux dire, ça veut dire que les nouveaux associés payent beaucoup moins cher que les anciens si on n'ajuste pas le prix de part. C'est une question d'équité. Et puis, quand je dis que ça donne toujours 5%, en fait, je devrais dire que ça donne toujours 5%, parce que quand la part était à 220 et elle est aujourd'hui à 255,68, pour le coup, on touche 5% d'un montant plus haut. Élevé. Donc, voilà, on a des visuels qu'on adore où on donnait 10 euros et on donne 12,50 €, 13 €, etc. Donc, on donne mécaniquement plus de revenus aussi. Et c'est ce qu'on veut continuer de faire dans Crystal Rent. Moi, j'appelle Crystal Rent un peu le fonds Kevlar. Hein. J'aime bien cette métaphore parce que c'est un fonds qui a été percuté en commerce, hein, en particulier. On parle beaucoup de bureaux aujourd'hui, mais le commerce a été percuté d'énormément de phénomènes macro ou de consommation. Milieu des années 2010, la digitalisation, on parlait de l'arrivée de la vente sur le web, etc. 5%, voilà, valeur de part stable. Fin 2018, 2019, gilet jaune. Pour le coup, en commerce, hein, si vous étiez en galerie marchande ou dans la high street que je citais tout à l'heure, difficile, 5%, hausse de part. 2020, du coup, retour de la hausse des matières premières et de l'énergie. Voilà, 2021, retour de la hausse des taux. Voilà, on a à chaque fois des percussions d'événements macro, et c'est un fonds qui se maintient, voilà, par cette approche de stabilité dont je parlais, par l'approche des locataires très robustes. Donc, on a l'idée quand même on ne va pas donner 5% de hausse parce qu'on a 5% de décote aujourd'hui, parce qu'on aurait plus de mal à donner les 5%. Donc, il y a un équilibre à avoir. Pour le coup, on veut cette régularité et on veut quand même arrimer quand même la valeur de part le plus possible à cette hausse. Juste pour terminer, je suis un petit peu long, mais c'est passionnant. C'est de dire que la hausse n'est certainement pas terminée, de part en général, mais la baisse des prix en fonction des typologies d'actifs n'est pas encore terminée. Il y a encore des phénomènes qui sont pas tout à fait encore enclenchés, notamment sur certaines typologies de bureaux ou sur des actifs qui seraient vides. Même si en France, et c'est l'un des critères aussi de force de rente, les prix ont un peu moins varié que dans d'autres pays européens qui sont plus habitués à être très très rapides sur le marché. Rente, c'est 85% de patrimoine en France, 15% de patrimoine en zone euro. Donc on a une corrélation à la France qui est plus forte aussi. Par rapport à ça, justement, on a observé en 2023 peut-être une forme de frilosité sur le marché des SCPI. On l'a vu également dans la collecte. Hein. Votre collecte également a un petit peu baissé. Vous êtes, je crois, un peu au-dessus de 100 millions d'euros de collecte en 2023 sur cette SCPI. Là où on était à 230 millions en 2022. Vous restez néanmoins parfaitement liquide, si je ne me trompe pas. Oui, absolument. Peut-être ça, c'est un point qui serait intéressant de détailler. Cette baisse de collecte, finalement, quel impact ça a et quand même le sujet de la liquidité qui est sur toutes les lèvres. Comment se porte Crystal Rent par rapport à cela? Ouais, c'est important de rappeler qu'en SCPI, on ne sort que si quelqu'un rentre. J'ai l'habitude de dire que c'est l'inverse d'un parc d'attractions. En fait, il faut en effet des nouveaux investisseurs pour donner une liquidité qui n'est pas assurée par les maisons de gestion en général. On n'a aucun problème de liquidité aujourd'hui sur Crystal Rent parce qu'on a encore beaucoup plus d'entrées que de sorties. Vous avez quand même des sorties? C'est un peu un ordre de grandeur par rapport à cela?
On est sur un taux de rotation qui est autour d'un 80, 2%. Donc on est sur un phénomène un peu naturel. Un peu naturel sur un fonds qui a plus de 10 ans aussi. Il y a des sorties... généralement, 80% des sorties en SCPI, ce sont des sorties que je qualifie de naturelles, d'événements de vie plutôt. Divorce, décès... Voilà, c'est ça. Donc on est aujourd'hui sur un délai de traitement de retrait statistiquement de 2 jours et demi. Parce qu'on doit tenir ces statistiques. Donc... Ça va, c'est rapide. C'est vrai qu'il y a eu un vent dans le dos un peu sur la SCPI, il y a eu un peu de vent contraire aussi, avec des phénomènes d'annonce de baisse de valeur aussi sur un certain nombre de fonds. Je pense que l'appétence de fonds sur l'immobilier, elle va rester. C'est l'archétype du très bon produit sur le long terme, préparer ses vieux jours, sa retraite, les études des enfants. Je veux dire, ça reste un véhicule qui est très bien adapté en termes patrimonial. Après, c'est vrai qu'on a un peu plus de 20% de collecte en moins par rapport à l'an passé dans le rythme. Mais bon, le dernier trimestre est souvent le meilleur. Donc le dernier trimestre est le meilleur, et puis il ne faut pas oublier que le marché fait quand même quasiment moins 60%. C'est ça, si vous faites que moins 20, vous surperformez assez largement. Oui, voilà, avec humilité, mais en tout cas, on tient nos promesses. Et donc, je pense qu'on a aussi la confiance des épargnants pour ça. Et donc, du coup, cette collecte, évidemment, tu le rappelais, en capital variable, ça implique des acquisitions. Est-ce que tu pourrais revenir avec nous sur les dernières acquisitions de Cristal Rent? Comment vous vous positionnez aujourd'hui? Alors, on reste... Il y a 2 choses à dire sur Cristal Rent aujourd'hui. C'est un fonds qui est plus mature. Donc, on va voir là, dans les prochaines semaines, prochains mois, des premiers arbitrages aussi. Puisque en SCPI, on est investisseur long terme, mais quand on a acheté il y a 7, 8, 9 ans, 10 ans, il y a aussi des arbitrages parfois qui sont intéressants de faire. Donc, on va aussi pouvoir, à l'intérieur du patrimoine, arbitrer. Ça, c'était pas arrivé encore sur Cristal Rent. Ça va arriver dans les prochaines semaines. Et puis, l'autre point, on reste focus sur nos piliers dont je parlais tout à l'heure, principalement alimentaire et snacking. Donc, dernière acquisition, on a tendance aujourd'hui à aller chercher une surperformance en dehors des frontières françaises, en zone euro. Pas que pour une fiscalité plus sympathique, mais parce que c'est une diversification. C'est un fonds qui fait 650 millions d'euros. Donc, c'est intéressant aussi de n'avoir pas qu'un seul pays et de diversifier. On a tendance à rechercher de l'alimentaire en Espagne, par exemple, parce que les modes de consommation, la façon qu'on a de faire ses courses et de se nourrir est assez proche en Espagne et en France. On avait acheté des Carrefour, par exemple, aussi en Espagne, enseigne qu'on connaît bien en France. On a acheté, pour être plus espagnol et montrer la différence, un Eroski, qui est aussi un distributeur alimentaire en Espagne, plutôt dans le Pays Basque espagnol. Donc on a acheté des Eroski récemment sur Cristal Rent. Et on continue d'accompagner aussi en développement des enseignes qu'on aime bien, comme Burger King, qui ont des modèles économiques honnêtement assez extraordinaire. Et quand on accompagne en développement, c'est-à-dire qu'on fait avec eux, on achète les murs de leurs nouveaux restaurants sur leurs nouvelles implantations. Donc on ne fait pas le portage en VFA, c'est-à-dire qu'on achète le jour où on coupe le ruban, mais on achète leurs murs, ce qui fait qu'ils externalisent ce coût pour eux. Et ils font bien sûr très bien, on les connaît, ils sont très forts pour l'exploitation. Donc on a aujourd'hui, comme ça, on a récemment encore acheté 2 Burger King, et on continuera dans cette voie. Sur ces 3 piliers, on n'a pas de vocation stratégique à les changer. Donc on reste sur ces typologies, peut-être avec un biais un peu plus zone euro aujourd'hui sur Cristal Rent, pour aller diversifier le risque français. Changement de braquet complet. On va parler d'investissement social et responsable. D'accord. Vous n'avez pas le label ISR. En revanche, vous êtes SFDR article 8. Alors le terme est totalement barbare. Peut-être est-ce que tu pourrais dans un premier temps expliquer à nos auditeurs c'est quoi ce SFDR, l'article 8, qu'est-ce que ça veut dire? Alors il faut redire, Clément, qu'en immobilier, on a toujours eu quand même une approche d'amélioration continue des actifs, ne serait-ce que pour garder le potentiel de prix et la qualité pour le locataire. Puis il y a des réglementations aussi qui le forcent. Voilà, donc avant même qu'il y ait des réglementations, il y avait déjà cette approche-là. Le CFDR 8, ça veut dire qu'on ne rentre pas dans le cadre d'un label ISR, avec ses contraintes déclaratives, etc. Mais ça veut dire qu'on a quand même intégré des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance qui sont forts. Ça veut dire qu'on a par exemple des filtres à l'investissement pour la qualité environnementale du bâtiment, pour ses émissions carbone, pour sa bonne connexion en transport, le fait qu'il y ait aussi une diversité, une parité aussi par rapport à l'usage locatif et autres. Donc pour le coup, on a des critères qui, en SFDR 8, c'est vrai que c'est barbare, ça veut dire qu'on a intégré ces critères-là sans les remettre dans le dogme, on va dire, et la mécanique d'un label. Mais ça veut dire qu'on achète des actifs qu'on aura achetés il y a 7-8 ans, ce qu'on appelait les boîtes à chaussures, un peu, la tôle, juste l'enseigne, et la climatisation et le chauffage pour les oiseaux sur le toit. L'énergie, c'est peut-être pas optimal dans ce genre de choses. Ça, c'était les années 80-90. Ça, on n'achète plus du tout, parce qu'on est CFDR 8 et parce qu'on a aussi une conscience
qu'on peut, nous, concrètement, impacter on va dire la société, la qualité de vie au travail ou dans les lieux d'échange, et l'économie aussi globale du pays. Et alors, j'ai une question là qui me vient un peu comme ça. Est-ce que ça veut dire aussi que dans la rotation du portefeuille dont tu nous parlais, vous pourriez avoir vocation à peut-être vendre certains de ces biens dont la qualité environnementale est peut-être un peu inférieure, et de les remplacer du coup par des choses un peu plus qualitatives au niveau environnemental? Oui, c'est tout à fait l'ambition. On sait aussi que dans une quinzaine d'années, il y aura un certain nombre d'actifs, un peu les classes G des DPE dans l'habitat aujourd'hui, dans le résidentiel. Il y aura des actifs qui seront beaucoup moins bankable sur le marché. Donc ça veut dire qu'il faudra sans doute s'en alléger, mais il y a des capacités aussi d'optimisation des actifs qui sont quand même importantes aujourd'hui, de transformation. Nous, on ne parle pas de transformation d'usage, on reste sur l'usage initial, et c'est important pour nous, hein, l'usage, on l'a dit. Donc ça, c'est un point clé. Il faut rappeler aussi que Crystal Rand, comme l'ensemble de nos fonds, est aussi un fonds de partage où on redonne à une association qui vient en aide aux personnes en difficulté, en l'occurrence les Restos du Cœur sur Crystal Rand, car il y a une appétence quand même sur l'alimentaire, bien sûr, où on donne 5 euros. Burger King, non, vous donnez ça? Non, on ne donne pas en nature, on donne en monnaie. Mais du coup, on est sur 5 euros tous les 1 000 euros de revenus distribuables. Ça paraît peu, 5 pour 1000, mais pour le coup, c'est quelques dizaines de milliers de repas offerts aussi au Resto du Cœur. Et ça, c'est au nom des associés, puisque c'est aussi voté dans les assemblées générales. Donc on avance aussi sur cette logique qui est sincère dans cette démarche. Tout ce qui est ESG et sociétal, c'est pas une peinture verte qu'on rajoute, c'est très concret dans le patrimoine. Je pense qu'en plus, l'assaut des Restos du Cœur est assez importante symboliquement en France. C'est clair. Aussi. Si on se projette un peu sur le futur, c'est quoi vos ambitions sur 2024, puis comme on est quand même déjà dans la deuxième moitié 2024, 2025, qu'est-ce que vous comptez accomplir sur cette SCPI? Les plus belles performances sont celles qui durent. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, globalement, on a l'ambition de garder ce cap des 5% de distribution et de maintenir un niveau de patrimoine qui soit sécurisant, puisque j'ai parlé tout à l'heure d'un certain nombre de SCPI qui avaient baissé leur prix de part. C'est aussi quand votre patrimoine vaut beaucoup moins cher que le prix de part. À un moment donné, si vous touchez les moins 10% de différence, vous êtes contraint réglementairement de baisser votre prix de part. Donc nous, on veut garder cette sécurité. Quand on a 5% de marge, finalement, aujourd'hui, En fait, vous en avez 15, parce que vous êtes 5% en dessous du prix, donc en fait, vous avez 15% de marge. Il faudrait globalement qu'on perde quasiment 21-22% sur l'ensemble du patrimoine pour être contraint de devoir baisser le prix de part. Et on veut continuer à donner 5%, sans chercher les cimes, mais on en reparlera aussi ensemble. Aujourd'hui, on dit qu'il y a énormément d'opportunités pour acheter. Oui, les prix ont baissé. Donc en fait, en SCPI, on a les liquidités des associés, donc on achète en cash. Acheter en cash en immobilier, ça donne une bonne posture. Et donc pour finir, par rapport à ça, maintenant que je pense que nos auditeurs sont absolument convaincus d'investir dans le Crystal Rand, comment peut-on investir? À partir de quel montant? En démembrement, en versement programmé? Comment ça marche? Chez Intergestion, on a pris le parti de rendre le plus accessible possible la SCPI. On n'est pas les seuls, mais en tout cas, on a cette vocation à dire que c'est une nouvelle manière de faire de l'immobilier. Ça permet à un particulier d'accéder à des types d'investissements qui seraient plutôt réservés à des grands investisseurs ou des institutionnels. Et puis, ça permet aujourd'hui de le faire à partir d'une part chez nous, donc 255,68 €, pardon pour la virgule, parce que c'est l'effet des hausses, on ne tombe pas toujours juste, mais globalement, à partir d'une part, vous pouvez investir, et vous pouvez aussi investir une part, ou 1000 parts ou 10 000 parts, il n'y a pas de plafond, donc il ne faut pas se retenir. On a aussi développé depuis 2020 un principe de versement programmé pour constituer une épargne progressive. Souvent, ce n'est pas assez mis en place selon moi, parce que c'est hyper puissant. On peut commencer les versements programmés à partir de 25 € par mois. Donc c'est accessible. Et on a un effet Netflix là-dessus, c'est-à-dire qu'on peut modifier, suspendre, annuler, reprendre assez facilement. Par simple, sur son espace en ligne, ou par simple mail à son professionnel qui accompagne souvent les associés pour investir. Excellent. Je pense que c'est un bon message de fin, ce que tu viens de dire sur le fait de se constituer une épargne progressivement, sans douleur. On parle énormément du DCA dans la communauté plutôt action. C'est vrai qu'en SCPI, c'est encore peu utilisé. Nous, on a à peu près 10% de la clientèle qui fait des versements programmés. J'adorerais qu'on en ait 50, 60, 70%, parce que je suis certain que c'est vraiment
le meilleur moyen de se constituer un patrimoine? L'essayer, c'est vraiment l'adopter. Pour le coup, ceux qui l'enclenchent, on voit que souvent ils augmentent après leur versement. Donc c'est une très bonne modalité. On peut le faire aussi en pleine propriété ou en démembrement. Pas rentrer dans cette complexité, mais c'est aussi très puissant aujourd'hui en termes d'épargne de savoir le faire. Merci Franck. Merci beaucoup. À très vite.